Est-il raisonnable de croire, d'un côté, face au caractère contingent C-O-N-T-I-N-G-E-N-T, d'un côté, face au caractère contingent de l'avenir. Oui. C-O-N-T-I-N-G-E-N-T. Contingent, ça veut dire hasardeux, hein, pour le dire très vite. Le contingent, chez Aristote, c'est ce qui peut être autrement que ça n'est. Donc voilà. Je suis habillé comme ça, mais j'aurais pu être habillé autrement. C'est contingent. C'est pas nécessaire. Face au caractère contingent de l'avenir, l'esprit humain doit, par prudence, établir la probabilité, comment ça me plaire, la probabilité de de certains événements. Pour y parvenir, il doit calculer leur éventualité. Il doit calculer leur éventualité. Non, au singulier. Mais ce calcul sera toujours intégré à une part d'incertitude. Ou plutôt, intégrera toujours une part d'incertitude. Pardon. Intégrera toujours une part d'incertitude. C'est compliqué de se concentrer avec les comiques à côté. Donc, je vais régler le problème. Vous calmez, ou j'appelle la vie scolaire. Je crois que vous m'avez pas entendu. Pas le moment de me gonfler. Putain de sauvage. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, intègre toujours une part d'incertitude. C'est le problème du calcul de probabilité. D'un autre côté, en effet, la croyance repose sur des fondements qui ne sont pas accessibles à l'expérience.
n'y a pas un autre de mes collègues qui sortirait pour les engueuler, quoi. Ah, ils ont l'air d'avoir migré. C'est très bien. Donc, excusez-moi, le premier point qu'on va aborder, c'est la question effectivement de notre rapport à l'expérience pour mettre en place certains calculs de probabilité. Okay. On va faire ça à l'aide d'un auteur qui s'appelle Alan Chalmers. Vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. Donc, grand 1, Alan Chalmers, C-H-A-L-M-E-R-S, qui a écrit, je crois, en 2005 un bouquin, ou en 95, pardon, un bouquin qui s'intitule « Qu'est-ce que la science ?» Donc, grand 1, 90, pardon. Grand 1, le problème de l'induction. Grand 1, le problème de l'induction. Qui a vu Chicken Run? C'est un dessin animé. Ça vous dit quelque chose? C'est un dessin animé qui a été fait en pâte à modeler. C'est les auteurs de Wallace et Gromit qui l'ont fait. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de poules et de poulets qui sont enfermés dans un poulailler et qui sont destinés à être... alors c'est des poules pondeuses, mais elles sont destinées à être tuées pour devenir pour être vendues une fois qu'elles ont pondu. Et en fait, le problème de ces poules, c'est qu'elles ne savent pas cela. Et elles s'imaginent qu'elles sont à l'hôtel et qu'il y a des gens très gentils qui sont les fermiers qui s'occupent d'elles et les nourrissent et les logent gratuitement. Et pour ces poules qui sont dans le poulailler, c'est le paradis. Okay. Donc Chalmers va partir en fait alors, du scénario de Chicken Run, mais c'est plutôt l'inverse en fait. C'est Chicken Run qui va s'inspirer du bouquin de Chalmers pour le film. Vous allez vite comprendre le problème. Alors là, c'est pas des poulets, c'est des dindes. Alan Chalmers, Qu'est-ce que la science, 1990. Dès le matin de son arrivée dans la ferme pour dindes, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait à 9 heures du matin. Toutefois, en bonne inductiviste, alors je vais expliquer ce que c'est, elle ne s'empressa pas d'en conclure quoi que ce soit. Elle attendit d'avoir observé de nombreuses fois qu'elle était nourrie à 9 heures du matin, et elle recueillit ses observations dans des circonstances fort différentes. Les mercredis et les jeudis, les jours chauds et les jours froids, les jours de pluie et les jours sans pluie. Chaque jour, elle ajoutait un autre énoncé d'observation à sa liste. Sa conscience inductiviste fut enfin satisfaite et elle recourut à une inférence inductive pour conclure « Je suis toujours nourrie à 9 heures du matin ». Hélas, cette conclusion se révéla fausse d'une manière indubitable quand, une veille de Noël, au lieu de la nourrir, on lui trancha le cou. Alors, que fait la dinde? La dinde arrive à la ferme et elle se rend compte qu'on la nourrit à 9 heures du matin, aujourd'hui, demain, après-demain. Chaque jour, on la nourrit à 9 heures du matin. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire au bout d'un certain moment? Elle va se dire, puisqu'on me nourrit à 9 heures du matin, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, on me nourrira à 9 heures du matin. C'est ça une induction. Qu'est-ce que c'est qu'une induction? Une induction, c'est une forme de raisonnement qui consiste à partir de la répétition de cas particuliers pour formuler une règle générale. Henri Georges et ensuite Baptiste. Ouais. La déduction, ça consiste à partir d'une règle générale pour en déduire un fait particulier. Exemple de déduction. Tous les hommes
sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc Socrate est mortel, ce n'est pas une règle générale, c'est un fait particulier. On va déduire d'une règle générale, tous les hommes sont mortels, un énoncé particulier. On va induire, alors vous allez mourir, moi je vais mourir, lui il va 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 mourir. On va induire d'une série de cas particuliers une règle générale qui est tous les hommes sont mortels. Donc la déduction, c'est un mouvement qui va, on pourrait dire, du général au particulier ou du haut vers le bas. L'induction, c'est l'inverse. L'induction, on part du cas particulier pour aller vers la règle générale. En fait, c'est comme ça. On est tous des dindes inductivistes. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on vit. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? L'expérience, c'est accumuler des connaissances particulières qui nous permettent ensuite d'avoir un point de vue général sur une question. Okay, je ne sais pas, moi, pour étudier l'histoire de la Namibie, j'aimerais bien avoir le point de vue d'un historien qui non seulement a vécu en Namibie, est allé au contact des ethnies namibiennes, mais qui a lu énormément sur le sujet, qui est capable de s'instruire de différentes opinions pour pouvoir, d'une certaine manière, par induction, formuler son propre point de vue. On appelle ça l'expérience. Pour entraîner l'équipe de France, je veux un sélectionneur qui ait une expérience de joueur international, qui ait une expérience de capitaine d'une équipe nationale, qui ait une expérience en club, qui ait, on va dire, un bagage, qui ait un CV. C'est ça l'expérience. Okay, si jamais je dois me faire opérer du cœur, j'aimerais bien que le chirurgien n'en soit pas à sa première opération. Je préférerais qu'il en soit à sa 100e. Okay, et que je puisse vérifier qu'il n'ait pas tué les 99 précédents. Au fond, l'expérience et la prudence consistent à partir de cas particuliers et quand ils se répètent, à les généraliser. Mais c'est ce qui tue la dinde en fait. La dinde meurt précisément parce qu'elle n'a pas été, elle ne s'est pas rendue compte qu'une induction n'était pas strictement rationnelle. Ce qui est strictement rationnel, c'est la déduction à partir de fondements absolument certains. L'induction n'est jamais certaine parce qu'elle repose sur la croyance que ce qui s'est produit avant se produira nécessairement après. Ok ? C'est très dangereux de faire ça, d'agir par induction. Mais est-ce qu'on a le choix? Et est-ce que c'est pas ça précisément être prudent? Être prudent, ça consiste peut-être à se dire, ben voilà, il vaut mieux se fonder sur l'expérience passée que sur une intuition du moment qui peut me conduire n'importe où. Les contes de fées qui préviennent les petites filles qu'il ne faut pas trop traîner dans les bois, qu'il ne faut pas parler aux inconnus, etc., c'est des leçons de prudence. Okay, quand on vous dit que, je sais pas moi, il faut éviter de faire des guilis à des clodos complètement bourrés qui sont violents, c'est de la prudence. Et d'où viennent ces règles? Bah, parce qu'on s'est rendu compte que effectivement, quand on faisait ça, on pouvait avoir des problèmes. C'est ça la prudence en fait. La prudence consiste à partir de règles, de cas particuliers pour formuler des règles générales. Le problème, c'est qu'on appelle ça aussi des préjugés, et que ces préjugés peuvent s'avérer faux à un moment ou à un autre. Ça va? Ok. Mais si on n'était pas des dindes inductivistes, on ne prendrait jamais l'avion. Okay. Statistiquement, il faudrait voler 2000 ans apparemment pour être certain de se crasher au moins une fois. Donc l'avion, c'est le mode de transport le plus sûr du monde. Oui, sauf que parfois ça tombe sur vous, quoi. Mais si on était en train si à chaque fois qu'on devait prendre l'avion, on flippait en se disant, si ça se trouve, c'est celui-là qui va s'écraser, celui-là sur 2 millions,
on ferait jamais rien. Baptiste. Non. L'intuition, c'est immédiat et c'est la saisie d'une vérité tellement évidente et générale que un enfant, je peux vous lire un texte d'Aristote précisément sur ce sujet, sur le rapport entre l'opposition en fait entre l'intuition et l'expérience. Euh, c'est la saisie d'une vérité tellement générale que même un enfant est capable de le faire. Aristote va dire dans un texte que je peux éventuellement vous lire que un enfant peut être un excellent mathématicien. Il y a des prodiges en maths qui sont très très jeunes. Et au fond, ils accumulent de la connaissance, on leur apprend, on leur enseigne un programme, et ils sont capables ensuite de faire des calculs extraordinairement compliqués. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'expérience pour ça. On n'a pas besoin d'expérience. En revanche, un enfant ne sera pas un joueur d'échecs prodige, un enfant ne sera pas un grand médecin, un enfant ne sera pas un grand général. Pourquoi? Parce que pour ça, il faut de l'expérience. Pour ça, il faut être capable justement de se dire, ah tiens, voilà, cette situation particulière-là, elle me rappelle quelque chose que j'ai lu dans un livre, ou plus exactement, quelque chose que j'ai déjà vécu. Hein. Ça me fait penser à telle embuscade dans laquelle je suis tombé il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et il y a des généraux qui sont géniaux, mais ils ne sont pas prudents. Okay. Pour être prudent, il faut être vieux. C'est ce que va dire Aristote. Pour être sage, il faut être vieux. La sagesse n'est pas la vertu de la jeunesse, c'est la vertu de l'âge. Et c'est facilement compréhensible. L'expérience, elle ne vient pas de nulle part. L'intuition, en revanche, si vous voulez, un vieux musicien, c'est pas forcément un bon musicien. Mozart a composé, enfin, de toute façon, il est mort jeune, hein, mais il a composé la plupart de ses chefs-d'œuvre jeune, très jeune. Rimbaud, pareil. Ils ont eu des intuitions, mais ils n'avaient pas d'expérience. Et on peut se dire, bah, y a des réalisateurs qui feraient bien d'arrêter au bout d'un certain moment. Il y a des peintres qui feraient bien d'arrêter au bout d'un certain moment. Il y a des écrivains qui feraient bien d'arrêter au bout d'un certain moment. Pourquoi? Parce que l'intuition, elle vient, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle n'est pas fondée sur le temps, sur la durée, sur l'expérience. La question est, est-ce qu'on a le choix pour vivre de manière sage, d'être autre chose qu'une dinde inductiviste? La réponse est probablement pas. C'est-à-dire que sans nos préjugés, on n'irait pas bien loin dans la vie. Ce sont les préjugés qui, en fait, sont les produits de nos post-jugés qui nous orientent dans la vie. C'est parce que on s'est rendu compte que c'était dangereux de traverser au rouge qu'on le fait plus. C'est parce que on s'est rendu compte que la plupart du temps, quand on posait la main sur une plaque chaude, ça nous brûlait, qu'on le fait plus, etc., etc. Donc en fait, l'expérience nous instruit, mais l'expérience nous instruit sur le mode d'une induction qui n'est pas toujours, fondée en raison. La preuve pour la dinde quick. Okay. Autre exemple pour bien. Quelqu'un a vu The Big Short ou Le casse du siècle, je ne sais plus ce que c'était le titre français. C'est un film avec. Il y a Brad Pitt. Non, pas ça. C'est un film sur la crise financière de 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Il s'est passé un truc que personne n'aurait pu prédire, sauf ceux qui ont de l'expérience, justement, ou plutôt une certaine forme d'expérience. Ce qui s'est passé en 2008, c'est que le marché de l'immobilier s'est effondré aux États-Unis à cause de ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Okay. C'est-à-dire, vous avez entendu parler de ça? 2008, c'est la dernière grande crise financière du monde et il y a des milliards en fait, il y a des centaines de milliards de dollars qui ont disparu. C'est-à-dire que ça s'est volatilisé. Vous avez une maison qui vaut, je sais pas moi, 1 million d'euros, et on vous dit elle vaut 20 000 dollars. Où est passée la diff? C'est ça une crise financière.
Ok, c'est que à un moment le marché se réajuste pour dire bah en fait ce que vous croyez que ça vaut ça, en fait ça vaut pas ça, ça vaut ça. Alors, ce qui s'est en fait pourquoi ça valait plus que ça, c'est parce que les gens s'étaient surendettés pour acheter des baraques. Et le problème, c'est qu'ils s'étaient surendettés des gens ont racheté leurs dettes et ils l'ont racheté avec des actions d'entreprises encore plus pourries que ces dettes-là. Quand ces entreprises ont fait faillite, euh, voilà, vous devez 250 000 euros sur votre baraque qui en vaut 300 000, et on vous dit, il me les faut maintenant. Bah non, je les ai pas en fait, je comptais les payer sur 20 ans. Ah bah là, on va avoir un problème, donnez-moi votre maison. On vous l'achète pour 30 000 dollars. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Le principe du marché de l'immobilier, c'est que ça monte tout le temps. Ça augmente tout le temps. C'est le seul truc qui prend de la valeur de manière sûre, si vous voulez. Vous achetez, alors évidemment, il ne faut pas acheter une maison à Châteauroux, hein, mais vous achetez une maison à Tours, vous êtes certain, sauf si elle s'effondre, il y en a dans le centre-ville, mais vous êtes certain que vous allez la revendre plus cher que vous ne l'avez achetée. C'est le principe. Ok. Le principe du marché immobilier, c'est que ça ne s'effondre jamais, sauf deux fois, en 1929, le krach de Wall Street, et en 2008. Les gens qui ont misé en fait sur le maintien de la spéculation immobilière se sont dit mais en fait ça s'est pas produit depuis 1929. C'est un peu comme la dinde, hein. Ça monte depuis quasiment un siècle, depuis 80 ans. Pourquoi ça monterait pas demain? Et si ça monte encore demain, pourquoi ça monterait pas après-demain? Etc., etc. Et ils ont continué en fait à soutenir la dette de ces ménages surendettés, sans voir que bah, à un moment ça va s'effondrer. Et ça s'effondre très vite. Et ceux qui ont. Le Big Short raconte l'histoire de ceux qui ont vu que ça allait s'effondrer et comment ils ont fait énormément d'argent en pariant sur le fait que ça allait s'effondrer. C'est ce qu'on appelle un Big Short, c'est ce qu'on appelle shorter une action. Shorter une action, pour le dire rapidement, c'est parier que ça va baisser. Okay. Donc vous rachetez sa dette et ensuite vous êtes, en gros, vous rachetez l'entreprise. Okay. Je ne sais pas si certains d'entre vous jouez à GTA V, okay, mais vous pouvez pratiquer des big shorts pour vous enrichir. Il suffit de plomber l'entreprise, littéralement, hein. Vous la malmenez un petit peu et puis le cours de l'action baisse et vous la rachetez. Okay. Alors, petite synthèse sur ce que nous avons vu. Le problème de l'induction. Pour nous rapporter à la probabilité d'un événement futur, nous avons spontanément tendance, pour nous rapporter à la probabilité d'un événement futur, nous avons spontanément tendance à raisonner par induction. C'est-à-dire à partir de cas particuliers réguliers pour formuler une règle générale. C'est-à-dire à partir de cas particuliers réguliers
pour formuler des règles générales. Or, l'induction n'est pas toujours fiable. L'induction n'est pas toujours fiable. C'est ce que décrit Alan Chalmers, C-H-A-L-M-E-R-S, Alan Chalmers. Oui. C'est ce que décrit Alan Chalmers. Fiable, point, c'est ce que décrit Alan Chalmers dans Qu'est-ce que la science? C-H-A-L-M-E-R-S. Alors, dans l'épisode, on pourrait dire, dans l'épisode de la dinde inductiviste. L'épisode de la dinde inductiviste. Donc, pas besoin de vous rappeler ce que ça veut dire. Une dinde remarque qu'elle est nourrie chaque jour à 9 heures. Bah, c'est l'exemple. C'est un exemple. C'est un exemple des motifs pour lesquels l'induction n'est pas fiable. Une dinde est nourrie chaque jour à 9 heures et en induit que tous les jours, elle sera nourrie à 9 heures. Autrement dit, elle tire du passé de quoi prédire l'avenir. Jusqu'au jour où elle sert de repas de Noël à ses fermiers. Quick. Alors, non. On ne marque pas quick. Si on ne peut pas fonder la science sur l'induction, ça il faut le marquer, si on ne peut pas fonder la science sur l'induction, peut-on s'en passer dans la vie? Si on ne peut pas fonder la science sur l'induction, peut-on s'en passer dans la vie? Si un de vos amis vous fait un coup pendable une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, est-ce que c'est raisonnable de votre part de vous dire, bah tiens, la sixième fois, il va changer? La science sur l'induction, peut-on s'en dispenser, peut-on s'en passer dans la vie? Bah, la réponse c'est non. La plupart de nos préjugés sont ce qu'on pourrait appeler des post-jugés, c'est-à-dire qu'ils viennent de notre expérience. Bah ouais. Si vous habitez dans un quartier où vous faites cambrioler 5 fois, il est peut-être temps de changer de quartier. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez le ciel qui s'assombrit
et que vous êtes surpris sans parapluie et que vous faites saucer, il est peut-être temps de songer à prendre un parapluie quand le ciel s'assombrit, etc., etc. C'est ce qu'on appelle être raisonnable, c'est ce qu'on appelle la prudence. Il est raisonnable de croire, il est raisonnable de croire en une forme de calcul de probabilité. Et en même temps, hein, comme dirait notre président bien-aimé, et en même temps, ces préjugés peuvent toujours être démentis par une expérience nouvelle. Je parle en tant que professeur, mais un élève qui va rien glander pendant 9 mois, il est rare qu'il se mette à travailler au bout du 10e. Okay, mais parfois ça arrive. Parfois ça arrive. C'est le principe de la prudence. Où se situe la prudence? Est-ce que la prudence, ça consiste à se dire, si ça arrive 9 fois, ça va arriver 10 fois? Ou est-ce que la prudence va consister à se demander à chaque fois que quelque chose arrive, bah, si ça se trouve, ça va être complètement différent la fois prochaine? Elle se situe où, la prudence, ici? C'est un vrai problème. Ni d'un côté, ni de l'autre, j'ai envie de dire. Parce que quelqu'un qui se fie, en fait, au passé pour prédire l'avenir, il peut prendre très très cher. Il peut prendre très très cher. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec le crash de Wall Street. Et quelqu'un qui ne se fie pas au passé pour prédire l'avenir, il fait rien en fait. Il est paralysé par la peur, il est paralysé par la paranoïa. Il va se dire ah mais si ça se trouve lui il sera différent, enfin ou par la, on va dire par une forme de soumission si vous voulez, de victimisation. Imaginez une femme battue, son mari là-bas toutes les semaines, elle va se dire ah mais si ça se trouve la semaine prochaine il me battra pas. Est-ce que c'est prudent ça? Non. Bah, c'est ça le problème. Le problème, c'est que on ne peut pas tirer complètement d'événements passés une certitude sur l'avenir, et en même temps, si on n'agit pas comme une dinde inductiviste, en bon inductiviste, euh, on est incapable de s'orienter dans la vie. On est incapable de se guider dans la vie. Oui. Alors, être prudent, ça serait effectivement partir comme si, en fait. Partir comme si ce qui s'est produit un certain nombre de fois devrait se produire toujours, tout en gardant, tout en gardant en fait derrière la tête l'idée que euh, ça pourrait très très mal se passer. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu cet assez mauvais film avec Brad Pitt qui s'appelle World War Z. Un film de... Il est Ah, il est très nul. Film très nul, comme dirait l'autre. Euh, mais il y a un passage qui est assez intéressant, c'est quand ils se retrouvent en Israël et que, bon, à leur habitude, les Israéliens ont construit un gigantesque mur pour contrer les zombies. Il y a un type qui en fait avait prédit que ça pouvait arriver. Et Brad Pitt me dit, mais c'est incroyable, vous êtes le seul pays à vous en sortir à peu près bien, alors que tous les autres sont complètement à la masse. Et le type dit, ouais, chez nous, en fait, quand il y a 10, quand il y a 10 mecs qui sont d'accord, c'est le devoir du 11e type de ne pas être d'accord avec eux et d'envisager une autre possibilité. Ok. Bah, effectivement, c'est comme ça que fonctionnent en fait tous les stratèges, euh, tous, les, euh, tous les tacticiens, tous les gens qui sont chargés de monter des opérations militaires, c'est de se demander bah, qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas? Si cet événement se ne produit pas comme prévu, que se passe-t-il? C'est le principe du plan B. Okay. C'est de faire une place à l'imprévu
même si il est peu probable. Et c'est effectivement ça la prudence. Le problème, c'est de se dire, le problème, c'est de se dire que tout est imprévisible et du coup qu'il faut rien prévoir. Il faut prévoir, mais aussi faire une place à ce qui est imprévisible. Euh, Sinon, vous pouvez perdre énormément d'argent, vous pouvez perdre une bataille, etc., etc. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, comme je l'avais